Bonjour, merci à tous ceux qui nous ont déjà rejoints, qui ont déjà visionné les premières vidéos. Avec Constantin et Paul, on va continuer dans la même voie, c'est-à-dire d'approfondir des thèmes sur le terrorisme, la justice. Et merci aussi à ceux qui ont posté des commentaires, qui m'ont posé des questions. J'ai répondu à certaines questions, je répondrai aux autres, mais il se trouve que j'ai pas toujours le temps et donc il y a un petit décalage. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui m'est cher, ce sont les spécificités de la lutte judiciaire contre le terrorisme. Qu'a donc de si spécial la lutte judiciaire contre le terrorisme? Alors, la première spécificité, nous l'avons déjà abordée, c'est la définition du terrorisme. Définition qui est floue, avec une frontière qui est difficile à tracer entre le droit commun et le terrorisme, et aussi entre le terrorisme et les mouvements de résistance. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder deux autres sujets qui sont vraiment très spécifiques à la lutte antiterroriste, essentiels pour comprendre cette matière-là et la façon dont la justice va pouvoir se mettre dans un ensemble qu'on appelle plus globalement le contre-terrorisme. La première de ces spécificités, c'est le caractère préventif de la justice antiterroriste. La seconde, c'est les liens très étroits entre le monde du renseignement et la justice antiterroriste. Quand j'ai commencé dans la magistrature, j'étais juge d'instruction, de droit commun, et donc j'avais appris mon métier. On me donnait des dossiers, un viol, un crime, un vol à main armée. Et bon, j'étais dans mon univers, c'est-à-dire qu'un crime avait été commis, un délit avait été commis, on me demandait de trouver les coupables, de ne pas me tromper, éviter quand même d'embastiller des innocents, c'est le minimum. Mais il y avait au moins un crime à la base ou un délit. Quand je suis arrivé à l'antiterrorisme, je me suis rendu compte que c'était pas ça, du tout. Que les paradigmes avaient complètement changé, puisqu'en fait, on me demandait d'arrêter les criminels avant que le crime ne soit commis. Alors ça peut paraître surprenant présenté de cette façon-là, mais c'est bien ça le problème de la justice antiterroriste, c'est d'éviter les attentats. Autrement dit, il va falloir arrêter les gens avant qu'ils passent à l'action. En droit commun, eh ben, un meurtre vient d'avoir lieu, le cadavre est encore chaud, le procureur arrive sur place, et la police scientifique, etc. Enfin, tout ce que vous avez pu voir dans les séries. Et après, bon, on va essayer de trouver des preuves, identifier le coupable. En matière de terrorisme, pas du tout. En matière de terrorisme, on vous demande d'arriver avant que le crime soit commis. Il n'y a pas encore de cadavre. Si jamais l'attentat a eu lieu, c'est un échec. Donc, on est dans un système essentiellement préventif. Arrêter les gens avant qu'ils passent à l'action. Et cette spécificité, complètement hors norme dans la justice pénale, va entraîner des nécessités, des moyens spécifiques qui sont mis au service de la justice antiterroriste, et notamment une infraction qui permet d'arrêter les gens avant qu'ils passent à l'action, cette fameuse association de malfaiteurs terroristes. Donc vous avez tous entendu parler, c'est le fait de réprimer le comportement d'un groupe d'individus qui s'entendent en vue de préparer une action terroriste. Donc on est vraiment dans la prévention. On est au moment où un groupe se constitue, où les gens discutent de comment ils vont faire pour faire un attentat. Rien que ce comportement-là est une infraction pénale qui permet de mettre les menottes, alors que le sang n'a pas été versé. C'est quelque chose de très 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 particulier. Cette association de malfaiteurs terroristes, c'est aussi un œuf à la coque. Pourquoi j'appelle ça un œuf à la coque? Parce qu'en fait, ça veut dire, grosso modo, qu'il va falloir surveiller des individus potentiellement dangereux, et les arrêter au moment pile où il y a assez d'éléments pour montrer qu'ils allaient passer à l'action, mais avant qu'ils aient passé à l'action. Donc c'est l'œuf à la coque, c'est 3 minutes. Après 3 minutes, c'est plus un œuf à la coque. Hein. Et avant, c'est pas encore un œuf à la coque. Donc l'association de malfaiteurs terroristes, c'est une infraction qui oblige les juges et la police à choisir le moment idéal où il y a suffisamment de preuves sans qu'on soit arrivé au drame, c'est-à-dire à l'attentat. C'est vraiment voilà, une particularité de ce genre d'enquête. Et si on arrête les gens trop tôt, qu'est-ce qui va se passer? La loi nous dit
que pour prouver une association de malfaiteurs terroristes, il faut quand même démontrer que l'intention de commettre une action terroriste est caractérisée par des faits matériels, en fait, des éléments préparatoires. Ça peut être, j'ai commandé des engrais, j'ai cherché sur Internet comment faire un explosif à partir d'engrais. Ou alors j'ai commandé de l'acétone, j'ai acheté de l'acétone et puis j'ai une recette pour faire du TATP, un explosif assez puissant. J'ai acheté un camion qui va permettre de mettre l'explosif. J'ai fait des réunions, j'ai eu des discussions, voilà, plein d'actes préparatoires. Si j'en ai pas assez, eh ben, on dira, bah, attendez, il y avait juste une intention peut-être, mais l'intention vaut pas l'action, et il n'y a pas assez d'éléments pour condamner ces gens-là. Et si j'attends au dernier moment, il risque de me dépasser et de commettre l'action terroriste. Donc voilà, l'action malfaiteur terroriste, c'est à surveiller comme un œuf ou le lait sur le feu, si vous voulez, ou un œuf qu'on veut être vraiment pile poil 3 minutes à la coque. Pour permettre à la justice antiterroriste de remplir son office, c'est-à-dire de prévenir les attentats terroristes, on a donc cette fameuse association de malfaiteurs terroristes. Ce n'est pas la seule infraction, mais c'est la plus connue. Mais ça ne suffit pas. On nous a donné très tôt des moyens techniques de surveillance, enfin d'enquête, hors normes. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il faut surtout prouver un projet qui n'a pas encore eu lieu, eh ben, il va falloir rentrer quasiment dans la tête des gens. Quand il y a eu un crime qui a été commis en droit commun, il y a un cadavre, ben, au moins il y a un crime. Voilà, c'est déjà une bonne base de départ. Là, comme il n'y a pas encore de crime, pour essayer d'établir qu'un groupe a intention de commettre un crime, vous imaginez, c'est très exigeant. C'est pour ça que très tôt, on a eu tout ce qu'on voulait en écoute téléphonique, en interception de flux Internet, en espion informatique. Alors ça, on a été dans les premiers, c'est-à-dire, c'est l'idée d'injecter dans un ordinateur un espion qui permet de voir en direct tout ce que la personne est en train de taper, même si elle ne l'envoie pas. Même si ce n'est pas envoyé à un correspondant. Bon. Et puis il y a les sonorisations d'appartements, de voitures, tout ça ce qui permet pendant l'enquête sur l'association de malfaiteurs terroristes de concrétiser la préparation du projet terroriste et donc, quand c'est mûr, d'arrêter les gens avant qu'ils passent à l'action. Ça, voilà, les moyens techniques de surveillance. Donc, moyens juridiques, association de malfaiteurs terroristes, moyens techniques, tous ces moyens qu'on nous a donnés d'investigation importants. Mais après, il reste le problème de fond. Une fois qu'on a dit tout ça, jusqu'où on va dans la prévention? Est-ce qu'on va arrêter les gens de plus en plus tôt, quand ils en sont au tout début d'une préparation, alors qu'ils pourraient renoncer d'eux-mêmes? C'est-à-dire ce fameux renoncement, c'est-à-dire on envisage quelque chose, mais on ne va pas au bout, finalement on n'a pas envie d'aller au bout. Si on va de plus en plus tôt, on va avoir vraiment des embryons de criminels et des embryons de terroristes. Donc c'est un vrai sujet philosophique, c'est Minority Report, pour se référer à un film très clair, c'est-à-dire est-ce qu'on peut arrêter les gens avant qu'ils aient fait quoi que ce soit de nuisible, sous prétexte qu'ils ont eu l'intention de le faire? Comment cette intention doit être caractérisée pour qu'on dise là, ils deviennent vraiment dangereux et c'est vraiment une infraction pénale et on peut les mettre en prison. C'était vraiment un vaste débat. À ce stade de la réflexion, vous constaterez que finalement, parce que la justice antiterroriste, contrairement à la justice de droit commun, est essentiellement préventive, elle se rapproche de l'activité de renseignement. Parce que l'activité de renseignement, c'est préventif, 100% préventif. Ça consiste à essayer de détecter dans la société des comportements potentiellement dangereux, des projets potentiellement dangereux. Le renseignement est préventif. Et c'est ça qui fait aussi une autre spécificité de la lutte judiciaire contre le terrorisme, c'est qu'on est très proche du monde du renseignement, de ce monde en amont, de cette recherche en amont des comportements potentiellement dangereux. Et le renseignement, qui travaille en amont du judiciaire, qui surveille des individus, des groupes, qui obtiennent des informations de différentes sources, notamment de services étrangers, est essentiel à la lutte antiterroriste. C'est le renseignement qui va permettre de basculer au judiciaire. Autrement dit, le renseignement va être là pour faire le tri sur les parties. Alors aujourd'hui, la mode, c'est l'islamisme. Donc sur une partie de gens radicalisés, essayer de voir ceux qui potentiellement pourraient intéresser le judiciaire. Les gens qui potentiellement seraient capables de passer à l'action pour que là, on judiciarise le dossier. C'est-à-dire qu'on ouvre une enquête judiciaire. Mais à la base, ça vient quand même du monde du renseignement. C'est là où il y a ces liens très très forts. Or,
Et c'est le problème en France. Il n'y a pas de règles juridiques qui régissent les liens entre le monde du renseignement et le monde du judiciaire. En droit français, il y a un seul article, en fait, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale qui oblige tout fonctionnaire, toute autorité constituée à dénoncer au procureur de la République une infraction pénale qui risque de se commettre ou qui s'est commise. Mais le monde de renseignement, c'est évidemment un monde très à part, puisque ce monde de renseignement a aussi des règles internes, et notamment le fameux secret défense. Alors le secret défense, on fera une vidéo à part, parce que c'est un sujet très très passionnant, mais qui demande pas mal de temps. Mais donc, il y a des éléments qui sont recueillis par les services de renseignement, qui au contraire doivent être secrets. Et à côté de ça, ils ont quand même l'obligation, comme tout agent de l'État, de dénoncer au procureur s'il y a une infraction pénale qui risque de se commettre. Donc il y a cette dualité qui est très très curieuse et très difficile à manier. Et puis, le monde du renseignement a créé ses propres règles. Elles sont écrites nulle part. Vous ne trouverez ça dans aucun code. Je dis tout de suite, s'il y a des étudiants en droit qui regardent la vidéo, ça ne sert à rien d'aller chercher, ça n'existe nulle part. Mais par exemple, un service de renseignement en France, DGSE ou DGSI, service extérieur de renseignement, service intérieur de renseignement, obtient des informations d'un service de renseignement étranger. Les Algériens, les Américains, les Russes, peu importe. Ce service de renseignement étranger dit « Je vous donne cette information à titre de renseignement, je ne veux pas qu'elle soit publique, je ne veux pas qu'elle soit judiciarisée, je ne veux pas qu'elle rentre dans un dossier judiciaire. » Eh bien, le service de renseignement français, il ne donnera pas l'information au procureur ou au juge d'instruction. Il ne pourra pas. Si jamais il le fait, eh ben, il va se passer un truc, c'est que ce service de renseignement étranger dira « Ah bon, c'est comme ça que vous faites, je vous avais dit interdiction de donner l'information, vous deviez la garder à titre de simple renseignement, maintenant je ne vous donnerai plus d'infos. » Donc cette règle non écrite du renseignement est capitale pour le service de renseignement. Et ça induit quoi? Ça induit que, éventuellement, la DGSI qui travaille avec les juges d'instruction antiterroristes, les procureurs antiterroristes qui ont une enquête en cours, se retrouvent avec une information d'un service de renseignement étranger qu'ils ne peuvent pas donner à la justice. Ils sont le cul entre deux chaises, très simplement. Ils ont à la fois la commission rogatoire qui leur demande, qui les désigne pour aider le juge à trouver la vérité dans un dossier. Ils ont une information qui est une partie de cette vérité, mais le service étranger leur interdit de le donner au juge. Ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils sont service de renseignement et qu'il y a des règles qui sont propres au service de renseignement. En France, cette problématique touche de plein fouet la DGSI, parce que la DGSI a ce qu'on appelle une double casquette. C'est un service de police judiciaire qui travaille avec la justice antiterroriste et un service de renseignement. Donc, elle est toujours comme ça, là, comment je fais, parce que moi, je ne peux pas donner au juge telle information, ma source ne veut pas que je le donne, et pourtant, ma mission que la loi me donne, la délégation que la justice m'a donnée, nécessite que je sois franc et loyal et que je donne l'information. Donc, c'est vraiment une problématique très spécifique à la lutte antiterroriste, cette problème de double casquette. À partir de là, vous allez comprendre toutes les difficultés, par moment, que peut avoir la DGSI dans ce qu'on appelle la judiciarisation. Premièrement, c'est ce qu'on a dit, ils font le tri en amont. C'est-à-dire qu'on leur demande de ne pas étouffer la justice antiterroriste avec des demandes d'ouverture d'enquête judiciaire. Donc, en amont, ils surveillent plein de gens radicalisés, et voilà, il y en a 10 000, il y en a 20 000, il y en a 30 000, 40 000. Ils surveillent tous ces gens-là, tant bien que mal, avec leur effectif. Et puis, ils essayent de voir ceux qui vraiment commencent à s'échauffer un peu et commencent à parler de faire un attentat. Et là, ils vont voir le procureur pour qu'il y ait une ouverture d'information judiciaire ou une enquête du parquet, pour qu'on puisse les arrêter au bout du compte, récolter des preuves judiciaires. Parce que la phase en amont de renseignement, ce n'est pas des preuves exploitables après en justice. C'est juste des informations comme ça, mais on ne peut pas arrêter des gens sur ce qui s'est passé en renseignement. C'est des informations classifiées qui ne peuvent pas être versées dans un dossier judiciaire comme ça. Donc, ils font ce tri. S'ils ne font pas ce tri, c'est une catastrophe. C'est ce qu'on appelle la judiciarisation excessive, c'est-à-dire qu'on donne tout au procureur, c'est le parapluie, et le système est noyé, et on n'arrive plus à rien. Après, il y a aussi la tendance de ne jamais judiciariser, de garder trop longtemps en renseignement. Les frères Kouachi, par exemple, on n'a pas les frères Kouachi pour Charlie Hebdo, où, on est très proche de l'anniversaire des malheureusement de cette tuerie. Voilà, on surveille un renseignement des gens, et puis on va reprocher au service de renseignement d'avoir
d'avoir gardé un renseignement, d'avoir jamais été voir le procureur. Pareil pour l'affaire Mera, c'était exactement le même débat. C'est-à-dire, on surveille Mera en renseignement, on le débrief, etc. Et à quel moment on aurait dû aller voir le procureur pour qu'il y ait une enquête judiciaire et qu'éventuellement on crève l'abcès, quoi, grosso modo, hein, qu'on essaie d'avoir des preuves judiciaires. Donc c'est toujours très, très, très délicat entre on judiciarise tout, et là on engorge le système, et on ne fait pas ce rôle de filtre, et on judiciarise pas assez. Donc il y a cette problématique. Et puis la troisième problématique, essentielle aussi, c'est la contradiction d'intérêts. Il peut arriver dans des dossiers que le service de renseignement DGSI qui travaille pour l'État, qui travaille en fait directement avec l'exécutif, hein, que ce service n'ait pas envie que le dossier judiciaire débouche sur quelque chose. Ça m'est arrivé dans ma carrière. Et je ne donnerai pas d'exemple, je laisse l'imagination de chacun libre cours. Dans ce cas de figure, eh ben, le service de renseignement va avoir plein d'informations en renseignement, des informations classifiées. Ils ne vont jamais les déclassifier pour les donner au juge dans le dossier judiciaire. Et là, on va avoir une césure et effectivement, deux services de l'État finalement qui vont marcher avec des objectifs complètement différents et qui ne se rejoignent pas. Donc c'est très très compliqué. Et vous voyez bien que c'est vraiment les liens entre le renseignement et le judiciaire, c'est la clé de l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, mais avec cette dimension voilà, étatique, internationale, diplomatique, qui fait que la justice n'est pas toujours la chose qui doit être privilégiée par rapport à d'autres intérêts qu'on appelle les intérêts fondamentaux de la nation. Merci à tous ceux qui ont bien voulu visionner cette vidéo. Merci à Constantin et Paul pour la réalisation. Dans quelques temps, je posterai une vidéo sur le secret défense qui est très liée à ce qu'on vient de traiter, notamment les liens entre le renseignement et le judiciaire, et qui est vraiment un sujet crucial en matière de lutte antiterroriste et qui montre aussi les liens très difficiles entre l'État français et la société française. Je sais que dans les commentaires que j'ai reçus, les questions, les demandes, il y a des propositions, des demandes spécifiques pour certaines vidéos. Ça viendra en temps et heure. J'ai bien noté les souhaits de ceux qui me font l'honneur de me voir et de m'écouter.